auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. Une émission que nous allons consacrer à la contre-réforme des retraites Borne-Macron. Et j'ai le plaisir de recevoir Maurice Gendre. Maurice. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et Xavier Aimant. Bonsoir à tous. C'est la première émission qu'on fait ensemble, Xavier. Donc écoute, je suis très heureux. Alors, également. Nous allons évoquer ce soir cette réforme qui va nous contre-réforme. Maurice nous expliquera pourquoi il tient absolument à ce qu'on utilise ce vocable-là, qui, si elle passe, va nous, nous faire travailler 2 ans de plus. Et il y a beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui pour dénoncer ça. Alors Maurice, pourquoi toi tu appelles ça une contre-réforme déjà ? Oh, bon, c'est tout simple en fait, c'est que je pars du principe, comme beaucoup de personnes, qu'une réforme généralement doit être comprise comme quelque chose qui va vers un progrès social, une amélioration des conditions de vie ou des conditions de travail, ou vers un horizon plus agréable et en tout cas moins difficile et moins dur pour les personnes concernées par la dite réforme. Mais là, en l'occurrence, on est face à un projet de régression sociale. Alors, vous me direz, c'en est un de plus parmi tant d'autres depuis 40 ans. Et justement, le vocable de réforme, depuis une quarantaine d'années, est quasiment exclusivement utilisé pour faire avaler la pilule de perte de droits sociaux et de rogner toujours un peu plus des conquêtes sociales qui ont été durement arrachées. Oui, un peu comme le terme de modernisation. En général, maintenant, quand on dit modernisation, ça veut dire retour en arrière en termes de droits sociaux et de droits du travail. C'est en effet la problématique du vocabulaire est importante. Tout à fait, ouais. C'est l'inversion des mots pour dire on va casser, mais on appelle ça une modernisation en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté, chers camarades, mais bon, le il n'y a pas d'alternative a quand même sérieusement du plomb dans l'aile, parce que bon, il a été utilisé pendant près de 4 décennies. Donc, ce qui a donné lieu d'ailleurs à l'expression de la fameuse pensée Tina, There is no alternative. Bon, se rendant bien compte que l'expression il n'y a pas d'alternative était assez grillée auprès des populations, maintenant on parle de réforme juste et nécessaire. Voilà, c'est la réforme juste et nécessaire. Et il y a aussi la tarte à la crème habituelle de la pédagogie. Alors, la pédagogie, c'est un mot valise qui vise à infantiliser finalement les travailleurs en leur disant on va vous expliquer ce qui est bon pour vous. Vous pensez avoir compris, mais en fait vous avez compris de travers. Donc on va vous expliquer à quel point cette réforme est progressiste et vous amènera vers un avenir radieux et serein. Alors certains se sont rendus compte que là aussi le terme de pédagogie commence à être sérieusement avoir une crédibilité sérieusement entamée. Donc j'entendais Dussault l'autre jour dire que lui n'aimait pas employer cette expression parce qu'il s'était bien rendu compte que pour de nombreux Français, c'était une façon de les prendre pour des enfants et qu'on était encore dans cette politique générale maintenant, qui ne concerne pas d'ailleurs que les droits sociaux, mais d'infantilisation des populations. Alors ça passe par le vaccin avec tous vaccinés, tous protégés. Je baisse, j'éteins, je décale pour l'électricité. Et puis bon, bah maintenant c'est la pédagogie de la réforme, voilà. Donc, sauf que ce vocabulaire-là, il passe plus du tout auprès des syndicats, parce qu'on entend voilà. dire que même les syndicats sont des imbéciles. Alors, juste pour donner un peu de sens à l'explication de cette réforme, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, d'important, Xavier, Maurice, de cette réforme, de manière à quand même cadrer un petit peu de ce qu'ils voulaient faire ou ce qu'ils ont abandonné, parce qu'il y a déjà des choses qu'ils ont lâchées en route. Oui, vas-y Xavier, je t'en prie. Non, vas-y Maurice, je t'en prie. Je pense qu'en fait, je pense qu'il y a eu un faux rétropédalage. Je pense qu'ils ont annoncé d'emblée 65 ans en ayant tout de suite à l'esprit 64.
C'est-à-dire, c'était pour montrer, vous voyez, nous sommes capables de revenir en arrière quand nous rendons compte que nous avons été trop durs, que nous avons été trop loin. Nous sommes capables de dialogue, de concertation sociale. Mais je pense qu'en fait, dans leur esprit, il a toujours été question de 64 ans et non 67. Mais ils ont annoncé 67 pour tout simplement pouvoir accorder une porte de sortie à certains syndicats. Bon, je pense à un syndicat en particulier. Mais pour lequel même celui-ci, là, cette fois-ci, a estimé que passer de 62 à 64, c'était trop. L'autre élément, c'est les 43 annuités de cotisation, donc qui étaient déjà prévues dans la réforme Touraine, mais cette fois-ci, on a une accélération, puisque dans la réforme Touraine, je crois que c'était prévu à l'horizon 2035, et désormais, c'est dès 2027. Voilà. Bon, après, il y a tout un tas d'éléments un peu plus précis à l'intérieur de cette contre-réforme dont on pourra parler au fur et à mesure de l'émission. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la présentation qui a été faite de cette réforme sous un aspect totalement fataliste. C'est-à-dire qu'en fait, cette réforme, elle est indispensable parce que, en fait, il n'y a pas grosso modo, si on ne fait pas de réforme, personne n'aura de retraite parce que les retraites ne seront plus financées. Alors, ce qui est déjà extrêmement discutable et discuté même par des économistes, on va dire plutôt libéraux. Et moi, ça me met toujours la puce à l'oreille quand on m'explique qu'il n'y a plus d'argent pour faire quelque chose. Parce qu'on nous a quand même vendu ça pendant des années. À chaque fois, en fait, que on va dire la doxa libérale veut imposer quelque chose, elle dit qu'on ne peut plus financer ce qui existait auparavant. C'est cette espèce de mythe que les caisses sont vides et qu'il faut bien trouver un moyen de les renflouer. Or, c'est pour moi vraiment le premier mensonge et la première tartufferie de ce genre de débat, puisqu'on voit bien que de l'argent, en fait, on en trouve miraculeusement pour d'autres choses, soudainement. Dès qu'il y a besoin, les milliards sortent de partout. Et je pense que c'est une des choses importantes, c'est qu'en fait, on nous présente comme une fatalité économique quelque chose qui est un choix idéologique pur. C'est pas une question d'une nécessité économique. On le voit bien. Dans la première tentative qu'il y a eu de faire passer cette réforme, elle s'est brisée évidemment sur la crise du Covid, etc. Et donc, dans le même temps où quelques mois après nous avoir dit qu'il n'y avait plus d'argent pour payer les retraites, on a trouvé soudainement des milliards pour soutenir l'économie, etc. Donc, cette question des caisses vides est vraiment l'argument fallacieux par essence, je trouve, de la politique libérale qui impose son propre agenda. C'est-à-dire qu'elle fait des réformes qui ont un but idéologique et qui ne sont pas du tout mues par une sorte d'obligation, je dirais, d'économie ou de bonne gestion. Et ça, c'est, je pense, enfin, en tout cas, c'est moi la première chose qui m'a choqué. Moi, je suis entièrement d'accord avec. Ah, pardon, excuse-moi, Roberto, vas-y. Je suis aussi d'accord avec toi, Xavier. Simplement, il faut se poser tout de suite la bonne question, parce qu'on n'a pas l'habitude de tourner en rond. Et là-dessus, qui sont les donneurs d'ordre? Je pensais. Il y en a plusieurs. Hein. Je vous rappelle, chers camarades, les déclarations du FMI il y a quelques mois. Sur la France, cette France trop dépensière, je crois que c'était même l'expression utilisée par le FMI, cette France trop dépensière. Donc on sait très bien quand le FMI fait ce type de déclaration, c'est qu'il espère la mise en place de fameux ajustements structurels pour utiliser leur phraséologie et leur novlangue dystopique. On peut se rappeler aussi évidemment des menaces de Bruxelles, puisque la contrepartie, bien qu'il le nie aujourd'hui, mais les documents sont pourtant très faciles à retrouver. Le fameux plan de relance post-Covid appelé Next Generation EU, la contrepartie, c'était une réforme des retraites en France, une contre-réforme des retraites. Et tout simplement, voilà, donc, et le troisième point, à mon avis, dont on parle un peu moins, mais qui, je pense, est très, très, très important aussi,
c'est Berlin qui, en coulisses, menace la France de ne plus se porter garant de sa dette. Et Paris, donc, craint très probablement une envolée de ses taux d'intérêt sur les marchés, pour les emprunts sur les marchés. Voilà, donc je pense qu'on a en fait un accord entre le FMI, la Commission européenne, Berlin, Bercy qui ne demande jamais rien d'autre que d'appliquer les directives européennes et les desiderata de Berlin. Bon, c'est les fameux 3B dont parlent souvent les séistes Melun, vous savez, Bruxelles, Berlin, Bercy. Bon, bah voilà, on a encore les 3B à la manœuvre derrière cette contre-réforme des retraites. Parce que ce que tu sous-entendais, Xavier, en termes d'idéologie libérale à laquelle on doit se soumettre à tout prix, ça nous vient des grandes orientations politiques de l'Union européenne, finalement. Ah oui, mais très clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maurice. C'est en fait, on est en train de suivre l'agenda qui nous est imposé par l'Union européenne. Et s'il fallait un exemple comment dire, pour prouver que c'est pas une question comptable, c'est pas une question de faire des économies ou que c'est une vraie question illogique, c'est que cette réforme veut aussi supprimer l'intégralité des régimes spéciaux. Alors les régimes spéciaux, il y en a en effet, il y en a un certain nombre, certains qui sont plus ou moins coûteux, mais il y en a aussi de nombreux qui sont bénéficiaires. Le régime spécial des avocats, le régime spécial des notaires, par exemple, sont des régimes spéciaux qui sont bénéficiaires et qui reversent au pot commun. Mais on va quand même les supprimer au nom de cette idéologie libérale où il faut casser, où il faut uniformiser au maximum pour ouvrir en fait la question des retraites à un nouveau marché. Parce que ce qui est sous-entendu derrière tout ça, c'est aussi permettre l'arrivée et l'intrusion de la retraite privée et des cabinets qui vont proposer des complémentaires de retraite, etc. Donc c'est aussi la volonté de créer un nouveau marché privé qui est derrière tout ça. Parce que pourquoi casser des régimes qui fonctionnent? Pour le coup, économiquement, on nous montre toujours, on nous met toujours en avant les régimes spéciaux qui coûtent plus d'argent qu'ils ne rapportent, mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc, il y a vraiment une volonté idéologique derrière tout ça qui est fondamentale. On pense bien sûr à BlackRock, hein, pour ceux qui... Ouais. Vanguard, State Street aussi, qui sont un peu moins connus, mais qui sont... je crois que BlackRock, sauf erreur, je crois que c'est 7500 milliards. Vanguard, ça doit être 7000 milliards. Et State Street, je crois que c'est 5000 milliards. Et Think d'ailleurs, parce qu'on l'a oublié, mais la réforme en fait qui avait été présentée fin 2019, donc juste avant le début de la crise Covid, qui avait déclenché à peu près 5 à 6 semaines de grève, notamment dans les transports en commun, la fameuse retraite à points. Cette première tentative de réforme des retraites était encore pire que celle que nous connaissons aujourd'hui, que celle qui nous est présentée. Elle était encore pire. En termes de risque de baisse des pensions, d'ouverture du marché des retraites en fait pour des fonds d'investissement type BlackRock, comme on vient de le dire, et de gestion d'actifs, la réforme précédente était encore plus dangereuse. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Xavier à propos de ce mythe. Nous n'avons plus d'argent, l'argent a disparu, les caisses sont vides, etc. Moi, je vous rappelle, messieurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant même l'épisode Quoi qu'il en coûte, du Quoi qu'il en coûte covidien, on avait déjà connu en 2008 le sauvetage des pauvres banques en détresse. Et ça s'était passé quasiment du jour au lendemain à coût de dizaines de milliards. Avant même de parler évidemment des politiques non conventionnelles des banques centrales, mais tout simplement ce que les États avaient injecté immédiatement pour sauver les établissements bancaires en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les mêmes qui, quelques semaines avant, nous disaient que les États étaient en faillite, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Et là, subitement, en quelques heures parfois, des dizaines de milliards étaient débloqués pour sauver les établissements bancaires. Oui, et on peut même penser, dans un autre domaine, aux sommes, quoi qu'on pense de ce sujet, débloquées aujourd'hui pour la question ukrainienne.
je veux dire, on n'a plus d'argent pour les retraites, mais on n'a pas de difficulté à trouver des centaines de millions pour aider l'Ukraine. Donc encore une fois, les questions, euh, on va dire, de financement sont très aléatoires en fonction simplement du Ouais. programme de nos Sont gouvernants. sous-tendus par l'idéologie, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, puisqu'on est sur cette histoire bassement monétaire, on va dire, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les 120, 150 milliards de l'Agirc et de l'Arco? Et ils ont fait marche arrière là-dessus. Ah, Alors, c'est pas le sujet sur lequel je me suis le plus penché, donc allez-y, messieurs, si vous avez des éléments, parce que c'est pas là que j'ai pas trop de billes là-dessus, donc. Bah, ah, enfin, ouais, vas-y, Xavier. oui, pardon, non, 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 vas-y, je t'en prie. Bah, il y avait au tout début de la réforme le projet d'aller taper dans les fonds de la GIRC et de l'ARCO, qui Mhm. cumulaient, devaient aller. Oui, il y a une cagnotte, c'est ça? Il y avait une cagnotte de 120 à 150 milliards, et là, ils ont fait marche arrière dessus déjà. Donc, ça montre bien les intentions d'enlever les éventuels filets, parce que quand Xavier disait tout à l'heure, bah, ou même toi, Maurice, que les régimes étaient excédentaires, oui, il y a des régimes qui sont excédentaires, et on voulait faire disparaître ces cagnottes-là de manière à empêcher d'équilibrer le système les années où ça irait mal. Parce qu'il y a effectivement des années où ça irait mal, mais on peut les financer différemment. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, sur cette question-là, il y a quand même quelques journalistes qui avaient posé la question à des promoteurs de la réforme, et qui avaient dit oui, non, mais finalement, c'est pas tellement une question d'économie, c'est que en fait, on veut utiliser l'argent pour autre chose. Alors ça, ce serait intéressant de savoir justement pourquoi ils veulent utiliser cet argent qui est censément fait pour ça. Ok. Donc déjà, ils ont reconnu que finalement, il y avait peut-être pas tellement de problèmes, mais que c'était plutôt un problème d'ordre général, d'équité, d'équilibre, etc. Et en effet, ces sommes qui en effet ont été accumulées au bout d'un certain nombre d'années, à quoi vont-elles servir si elles ne servent pas à ce à quoi elles étaient destinées à l'origine? Moi, j'ai quelques craintes, j'ai bien quelques idées, mais je pense pas que ce soit très profitable au peuple français. Ouais, je le crains aussi. Ouais. Sinon, pour parler euh, de questions pécuniaires proprement dites, et les prévisions du corps, du Conseil d'orientation des retraites, estiment que le déficit pourrait atteindre 13 milliards en 2030. Or, il y a un calcul qui a été fait par un certain nombre d'organisations syndicales qui estimait que l'augmentation des cotisations un point, hein, je dis bien un point, suffirait à générer près de 15 milliards d'euros. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Une augmentation de salaire de 10%. Alors je sais bien que là je suis en train de dire des gros mots, hein. Hausse de cotisation d'un point, augmentation de salaire de 10%. Une augmentation de salaire de 10% pourrait générer 18 milliards de cotisations supplémentaires. Et alors, effectivement, je sais très bien que pour un certain nombre d'employeurs et de patrons, une augmentation de salaire de 10%, notamment pour des PME, PMI, c'est tout sauf anodin. Donc on pourrait très bien envisager que cette augmentation de salaire passe notamment par une contribution sociale sur les produits importés, donc qui ne pèserait pas sur les employeurs ou les petits patrons. Mais bizarrement, ce sont des propositions qui sont systématiquement évacuées. Elles n'ont pas le droit de citer, elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'existent pas d'ailleurs, hein. Ouais, c'est normal, on est dans une idéologie totalement libérale, et il faut surtout pas mettre en place des systèmes qui viendraient nuire à la mondialisation libre et heureuse, puisque là, ce que tu suggères, c'est en gros une petite taxe sur les importations, donc une forme de protectionnisme que C'est ce qu'on appelle en fait des barrières tarifaires, tout Oui, c'est ça, simplement. des barrières tarifaires, mais les libéraux n'en veulent pas. Et puis sur les autres hérésies que tu viens d'évoquer, mais mon pauvre, comment veux-tu que Macron vienne à couper la main de ceux qui l'ont mis au pouvoir, enfin, en augmentant les Oui, tout à salaires ou fait. en augmentant les cotisations?
cotisation. Il n'a pas été pour ça. Enfin, il faut le Je sais, je sais bien, mais je le dis avec ironie pour le rappeler à nos auditeurs. S'il y en a qui croient encore à la démocratie, mes camarades, non, ils sont élus pour faire en sorte que le système continue. Alors, puisqu'on était tout... Oui. Oui, non, tout à fait, j'approuvais à 100%. Puisqu'on était sur le décodage des principales mesures de la retraite, les fameux 1200 € pour une carrière pleine, quelqu'un veut réagir là-dessus? Ah ben, moi, ce qui me surprend toujours, c'est le décalage complet entre les gens qui veulent imposer ces réformes et ceux qui vont les subir, quoi. Je vais être très démagogique dans ce que je vais dire, mais ça me paraît assez important. C'est-à-dire quel député, quel sénateur, quel élu vivrait avec 1200 € par mois, quoi. Voilà. Considérer que c'est une finalité et un progrès quand on n'a jamais connu ce genre de contexte économique, c'est-à-dire devoir vivre avec 1200, je trouve déjà ça extrêmement indécent. Après, on peut dire oui, c'est bien de mettre un minima, etc., etc. Mais encore une fois, ce qui me choque dans cette réforme, c'est que pour revenir un peu sur ce qui était dit avant, c'est que de l'argent, il y en a. Encore une fois, l'argent, il y en a, et la problématique, c'est celle de la redistribution et du partage de cet argent. Et je vais peut-être passer pour un gauchiste en disant ça, mais on n'est pas dans un système qui a une crise économique. On est dans une crise économique qui est une crise de la redistribution, qui n'est pas une crise ni de la production, ni de la création de richesses. Et je trouve ça indécent qu'aujourd'hui on soit obligé d'en arriver à ce genre de réforme, alors qu'on est une société qui croule vraiment véritablement sous l'argent. Oui. Et de surcroît, concernant ces fameux 1200 € dont parlait Xavier, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, mais il y a une triple conditionnalité en plus. Il faut avoir fait une carrière pleine, à temps plein et au SMIC. Donc, d'après certains économistes, au maximum annuellement, ça représenterait quelques milliers de personnes, de surcroît. Ouais, je crois que Mediapart avait chiffré, c'est là où ils sont peut-être aussi dans la démago, mais 50 par an. Donc, j'avais entendu quelques milliers, ce qui était déjà faible, mais même pas 50 par an, admettons. Ce qui n'est pas brillant. Mais surtout dans un système qui nous vend de l'instabilité, de la précarité en permanence, quoi. C'est vraiment, il y a un double discours complet, quoi, dans des gens qui en effet restent au même niveau sur toute une carrière, etc. En effet, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Oui, les fameuses carrières hachées, ouais. Et il suffit de gagner un jour un peu plus pour sortir du calcul. Enfin, c'est délirant, quoi. Non seulement c'est délirant, mais c'est fallacieux parce que on est sur un 1200 € brut. 1200 € brut, ça va faire à peine 940 € par mois. Et c'est le seuil de pauvreté en France. Le seuil de pauvreté, il est à 940 ou 1100 € selon le seuil qu'on prend par rapport au niveau de vie médian. Donc c'est vraiment très fallacieux. Et en plus, ces 1200 € qui sont en fait des 940 €, ils seront de toute façon, et c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier des montants, je dis souvent ça, parce qu'ils vont être grignotés par l'inflation. On en a eu l'illustration totalement cette année. Ah oui, clairement. D'ailleurs, c'est un des non-dits aussi, un des tabous autour de la question des retraites, et bon, qui revient aussi, parce qu'évidemment la question des retraites est totalement liée à la question du travail, pour augmenter notamment le nombre de cotisations. Une des solutions serait d'indexer les salaires sur les prix. Ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On se l'interdit strictement et rigoureusement. Pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, Roberto, tout simplement,
Macron est un fondé de pouvoir, au même titre d'ailleurs que la Commission européenne et le FMI sont des fondés de pouvoir euh, d'une clique oligarchique et d'une plutocratie transnationale dont on a cité certains noms tout à l'heure. Mais tout simplement, ces propositions n'ont pas le droit de citer parce qu'elles sont considérées comme nulles et non avenues et en fait, il est impossible de réfléchir et de penser en dehors de la boîte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et dans le même logiciel, dans la même grille de bien-pensance, hein, il y a quelque chose qui est jamais évoqué, mais si vous prenez l'ASPA, l'aide de solidarité spécifique pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, elle est de 930 € par an. C'est-à-dire qu'un immigré qui arrive et qui aurait travaillé 10 ans, il aura droit à 930 €. Et le bon français qui aurait travaillé toute sa vie, lui, il va avoir droit à 940 € pour avoir travaillé 43 ans. C'est quand même 20 € de plus, hein, c'est quand même bien. Ah non, c'est très important, je suis d'accord. J'espère qu'il votera Macron pour le remercier de cette différenciation. Je pense que le pire d'ailleurs, c'est que l'étranger qui d'ailleurs n'a même pas cotisé peut bénéficier de l'ASPA. Hein. Donc c'est même encore pire. Mais pour vous montrer que dans les choses à réformer, il y aurait notamment celle-là, et ça fait partie des choses que les syndicats forcément ne diront pas, parce qu'ils ont une grille de bien-pensance qui est au-delà de tout soupçon. Et au-delà d'ailleurs, pour les questions tout simplement qu'ils évoquent régulièrement, faire des économies, toujours dans la même logique, les caisses sont vides, nous n'avons pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de trésor caché, etc. Enfin, tous ces éléments de langage qu'on entend en permanence. Il y a quelque chose qui est revenu régulièrement, c'est voilà, il faut dégager de l'argent. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, le corps estime que le déficit atteindra 13 milliards en 2030. Mais ce qui est très peu dit, c'est que le fait de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, d'après certaines évaluations, ferait déjà exploser le nombre des dépenses sociales de 5 à 8 milliards par an. Pour invalidité, accident de travail, longue maladie, handicap, etc. Dû à la au prolongement de 2 années supplémentaires de travail. Alors, il y a un chiffre intéressant pour illustrer ce que tu viens de dire, Maurice, c'est que quasiment la moitié des gens qui partent en retraite sont déjà au chômage. C'est-à-dire que c'est exactement pour illustrer ce que tu viens de dire là, c'est qu'il y a la moitié des gens qui doivent partir en retraite qui sont déjà au chômage, quoi. Donc dans les réponses, et on y reviendra plutôt sur la fin, les réponses, il y a notamment l'emploi des seniors. L'emploi des seniors, oui. Avec le fameux index qui n'est que consultatif. Ouais. Dans les régimes spéciaux qui ne seront pas supprimés, on en profitera quand même pour rappeler que celui des députés ne sera pas amendé. Hein. Celui des sénateurs, je crois surtout. Hein, sénateurs. Ouais, je crois. Oui, les députés, il a été modifié, je crois, mais les sénateurs, eux, se sont bien protégés, mieux protégés que qui bénéficient d'une caisse autonome qui est très très intéressante visiblement. Et alors j'étais tombé sur un chiffre, comme ça j'avais regardé en curieux. La retraite moyenne d'un sénateur, c'est environ 3800 € net. D'après l'adresse, la pension moyenne nette des Français, c'est 1400 €. Voilà, pour vous donner une idée. Ça change le rendement. Sans parler du cumul en général de retraite que font certains de nos élus. Quoi. En plus, oui. Effectivement. Alors, oui, vas-y, Xavier. Oui, pardon. Non, pardon, je te laisse. Non, tout ça pour dire une réforme que va subir le peuple, mais que ne va pas subir tout le monde. D'ailleurs, le peuple ne s'y trompe pas. L'impopularité est montante dans les sondages. Je crois qu'il y a 93% des actifs qui ne veulent pas de cette réforme, et qu'il y a 70% des Français en général qui n'en veulent pas non plus. Donc un message que les syndicats ont bien compris. Même la CFDT. Même la CFDT. C'est dire. C'est dire, puisqu'on est sur une unité syndicale inédite depuis 12 ans. Enfin, je crois que il faut quand même le souligner.
Oui, puis je pense aussi que les syndicats ont une carte à jouer pour garder un peu de crédibilité. S'ils ne se montrent pas sur cette question-là, bon, bah, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est là, ils sont un peu dos au mur pour garder un tant soit peu de crédibilité vis-à-vis de leur troupe. Donc, je pense en effet qu'ils vont la saisir, et tant mieux. Mais par contre, ce serait intéressant que ça ne se limite pas justement aux syndicats et que ça prenne une forme plus générale et plus populaire pour avoir un impact plus large et qu'on puisse pas nous vendre, en effet, oui, ce sont toujours les syndicats de fonction publique, les privilégiés qui refusent mais qu'en effet, on voit des gens d'autres Oui, domaines le chantage à que ceux auxquels on est le chan- habitué. ouais, le chantage à l'immobilisme. Voilà. Si L'accusation permanente d'immobilisme. si en effet on va dire le privé en termes général s'inscrit dans cette contestation, ce sera beaucoup plus intéressant. Ouais. Oui, d'autant que leur crédibilité a été sérieusement entamée ces 2 dernières années avec la crise Covid et notamment avec le fait de ne pas avoir bougé le petit doigt pour les soignants, les flics et les pompiers suspendus notamment. Bah, il faut bien garder à l'esprit que tous ces gens-là, ce sont des légalistes. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que c'est la loi et rien que la loi. Ils agissent dans le cadre Ouais, de la pas loi. loin. Donc la morale ou autre chose n'a pas de place dans leur réponse. Et c'est d'ailleurs deux choses que je voudrais évoquer ici pour poursuivre avec vous. C'est qu'on n'entend jamais parler des effets de la mondialisation et du libéralisme dans la réponse syndicale. Et puis surtout, que ces gens-là ont fait... Même pas l'Union européenne d'ailleurs. Oui, oui, Même l'Union européenne a évacué des ah, réflexions. Ouais. on n'y touche pas, mais bah, vous voulez peut-être répondre déjà à ce premier. Vas-y, mais je t'en prie. Moi, je pense que les syndicats, comme tu le dis, sont très légalistes. Bah déjà parce qu'en fait, ils sont quand même payés par l'État, hein, donc ils vont pas aller à la confrontation, on va dire, au-delà d'un certain degré avec les gens qui les payent. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mais en effet, ce qui est regrettable, c'est justement cette absence de contestation des causes au-delà de la simple réforme macroniste, qui est en effet le fruit de tout une chaîne qui mène en effet à l'Union européenne, qui monte à la mondialisation, et on n'a pas de discours politique en fait. On a de moins en moins de discours politiques chez les syndicats. On a l'impression qu'ils se contentent d'essayer, en tout cas, ou de prétendre soigner les maux sans s'attaquer, en effet, aux causes profondes qui sont la mondialisation, la perte de souveraineté au profit de l'Europe libérale, etc., etc. Moi, j'avais lu il y a quelques années un bouquin d'Emmanuel Todd qui annonçait la paupérisation des peuples européens, et je la vois se réaliser, et je me dis tous ces gens-là ont vraiment un problème, un problème hémiplégique parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils oublient quand même. Oui, tout à fait, ouais. C'est d'ailleurs qu'on est même au-delà de la paupérisation. Maintenant, on est quasiment dans le déclassement. Et oui, enfin, le déclassement qui est le corollaire de la paupérisation. Ouais. Mais c'est compliqué pour, par exemple, la CGT, d'un côté, de remettre en cause la mondialisation, et de l'autre côté, réclamer Régularisation des la sans-papiers. régularisation des sans-papiers. Ils sont quand même pris dans des logiques qui maintenant leur mettent un peu des menottes sur les questions importantes, parce qu'ils ont de plus en plus, en effet, leur public a aussi changé. Hein. Je veux dire, il y a un grand remplacement général, mais il y a aussi un petit remplacement, notamment au niveau des syndicats. Qui sont les syndiqués aujourd'hui? C'est pas forcément ceux d'hier, donc il faut aussi donner du grain à moudre sur les questions de légalisation, d'ouverture des frontières. Enfin, c'est ça aussi qui les rend impuissants. Ils répondent aussi un peu à je dirais à leur clientèle, d'une certaine façon. Et leur clientèle, elle a changé. C'est moins le travailleur français de souche que de plus en sur plus les les délires immigrés, LGBT aussi. les migrants. Les délires LGBT aussi.
Oui, en partie aussi. Mais Pas tous les syndicats y vont, mais Non, Dieu merci. pas tous à la même vitesse. Mais par contre, quand je vous entends, ça me confirme dans le fait que le camp NR manque à la France, quoi. Je pense que le courant de pensée qu'on incarne à notre manière de nationaux révolutionnaires manque totalement à la France, parce que si on avait un discours bien ficelé, on pourrait éveiller l'intérêt de beaucoup de monde quand même. En fait, les solutions, c'est nous qui les avons, mais c'est malheureusement notre problème depuis des années sur tant de sujets, c'est que on a raison avant tout le monde et parfois 10, 20 ans avant tout le monde, mais malheureusement, c'est notre grand malheur. C'est notre grand malheur. On en a déjà parlé avec Xavier d'ailleurs. Oui, on y reviendra dans les sur d'autres sujets, mais c'est notre drame. C'est prêche parfois dans le désert, quoi. Bon, mais bon. On y revient. Peut-être que là, des victoires vont s'annoncer. Hein. Donc, je peux pas. Aussi, il faudrait des gens qui bossent pour effectivement, la mobilisation est forte. Alors bon, je parle là du sujet des retraites, mais peut-être que ce travail souterrain finira par payer. En tout cas, faut le souhaiter. Après, moi, je pense qu'il y a un problème, c'est aussi ce que je trouve odieux dans le débat qui a été lancé, surtout de la façon dont il a été lancé sur la retraite, c'est que on essaie de nous vendre en fait un débat entre grosso modo les gens pour qui le travail est une valeur et quelque chose d'épanouissant, et donc comme le travail est épanouissant et une valeur, pourquoi pas travailler 2 ans de plus, et grosso modo les feignasses, quoi. Oui. Et ça marche. Et ça scinde encore un peu plus les Français, et on voit bien qu'il y a toute une droite libérale qui est tout à fait prête à embrayer là-dessus, en disant ceux qui râlent, évidemment, c'est toujours ceux qui partaient déjà à la retraite à 55 ans, c'est ceux qui nous font chier dans les transports, ils arrivent à diviser encore une fois les Français en vendant un programme qui finalement nuira à tout le monde, mais en jouant sur cette carte, cette fameuse valeur, la valeur travail de la droite, voilà, il faut travailler, c'est bien de travailler, évidemment, personne ne dit le contraire, mais on nous vend en fait les opposants à la réforme des retraites comme des gens qui ne veulent pas travailler ou qui veulent travailler le moins possible. Et ça, c'est vraiment une hypocrisie absolument odieuse, parce que tout dépend aussi du type de travail qu'on a, etc. Quand je vois des gens dans les médias qui explique mais moi c'est au contraire, plus tard je peux partir à la retraite, plus content je suis. Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est commentateur à la télévision, il est avocat. C'est pas la même chose que pour quelqu'un qui travaille dans une usine ou quelqu'un qui est conducteur de bus. Mais on essaie de créer cette espèce de dichotomie entre des gens qui voudraient essayer d'en faire le moins possible, grosso modo, et la France du travail, la France. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça mord pas mal dans les milieux de droite, qui voient parfois la contestation même de la rue comme étant, en effet, oui, voilà, les gauchistes qui veulent, les fonctionnaires, les gna, qui veulent en faire le moins possible. Et ça, c'est un peu dramatique, parce que encore une fois, déjà, ça scinde la population. Et c'est totalement fallacieux, quoi. Ça a quand même été... Alors, je pense que malheureusement, cette image a été entretenue, mais malheureusement, en fait, elle est liée aussi aux démonstrations qui sont proposées par ce que moi j'appelle la gauche carnavalesque. C'est ça. Depuis 20-30 ans. C'est-à-dire, j'ai fait un paquet de manifs quand j'étais à la CGT, j'y étais quand même une dizaine d'années avant de m'en faire virer, pour les raisons que vous connaissez. À titre personnel, je n'en pouvais plus dans les cortèges, dans les manifs. De Bella Ciao en fond sonore, des ballons gigantesques, de voir les Africains fraîchement débarqués clandestinement sur le sol français réclamer des papiers. Et donc évidemment l'image qui a été offerte par cette gauche carnavalesque appuyée par les organisations syndicales ont contribué aussi à cette image désastreuse, sur laquelle une partie effectivement des droitards libéraux se jette en fait pour mettre tout le monde du travail dans le même panier en fait. Et j'en veux énormément à cette gauche, à cette gauche en fait, d'avoir projeté cette image
sur le monde du travail, en fait, qui en plus est totalement éloigné de ce qu'est réellement le monde du travail quand on l'a fréquenté, aussi bien dans le privé que dans le public d'ailleurs. C'est clairement entretenu parce que quand vous voyez Sandrine Rousseau parler du droit à la paresse, c'est Oui. clairement entretenu et ça vient illustrer ce que vous dites tous les deux. Et j'ai un doute sur le fait qu'elle ait eu la Fargue d'ailleurs, enfin bon, c'est un autre Bon, sujet. Mais... c'est un autre sujet, mais c'est pour dire que de toute façon, ces divisions, elles sont entretenues. Et de la même manière, et ça tombe bien, ça me tend la perche pour revenir à l'élection présidentielle, parce que finalement, tous ces braves gens, ils avaient le choix soit de faire élire Macron, soit de faire élire quelqu'un d'autre, en l'occurrence Marine. Mais finalement, enfin, pour moi, la stratégie, elle était claire. On fait élire un Macron pour mieux pouvoir légitimer l'opposition à Macron après. C'est ce qu'ils ont tous fait. Et il y a que le vrai choix révolutionnaire, ça aurait été de voter Marine pour faire exploser le système, mais ça montre bien que aussi bien la France insoumise que certains anarchistes qui se veulent révolutionnaires, etc., ils ont tout fait pour maintenir le système. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Macron, il ne serait pas autant dans les rues finalement. Absolument. Ça, la pièce de théâtre peut continuer. Oui, parce qu'en fait, ils prétendent, leur grand discours, c'est dire on ne pouvait pas le battre dans les urnes parce que sinon ça aurait été cautionné le fascisme, mais on va le battre dans la rue. Ce qui est à l'heure actuelle quand même très 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 utopique. C'est en fait c'est leur complicité qui s'est révélée lors de cette élection, parce que en effet le seul vote révolutionnaire, mais d'un point A à un point Z du spectre politique, c'était évidemment le vote Le Pen. Donc ils l'ont refusé en prétendant qu'ils allaient dans la rue gagner, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la volonté en plus. Le veulent-ils seulement d'ailleurs? Le veulent-ils seulement? J'ai un très gros doute à ce sujet. Mais D'ailleurs, je n'ai pas de doute. Je peux retourner l'argument parce que moi j'ai essayé de voir avec certains camarades en faisant un peu de provoque sur Facebook. Alors vous me direz c'est pas un baromètre très fiable, mais de leur dire est-ce que vous auriez voté Mélenchon dans le scénario inverse, pour dire est-ce que vous auriez fait le choix révolutionnaire d'aller voter Mélenchon pour faire exploser le système, et pas mieux. Pas mieux que les gens d'en face, hein, pas mieux que les gens d'en face. Donc le bloc populaire a quand même un très long chemin à faire avant de réussir à faire exploser le bloc oligarchique, hein, pour parler simplement. Oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord. Mais malheureusement, c'est aussi parce que Mélenchon a pris aussi des positions sur des questions, on va dire, identitaires, qui sont aussi des blocages importants pour notre famille de pensée. Quasiment rédhibitoire. Oui, on est d'accord, mais c'est entretenu, encore une fois. C'est comme le droit à la paresse. C'est-à-dire on va sur des positions inconciliables, et l'exemple qu'on peut avoir à cœur, c'est ce qui s'est passé en Italie quand 5 étoiles s'est rapproché de... Mince, comment il s'appelle? De la Lega. De la Lega. Ouais, de la ligne. De dire, bon bah voilà, le bloc populaire, pendant un an, ils ont fait illusion. Et même avant ça, je sais pas si tu te souviens, bon, même si ça s'est terminé en eau de boudin, mais le projet était louable quand Tsipras avait passé un accord avec Panos Kamenos. Les Grecs indépendants, c'est un peu l'équivalent de Dupont-Aignan, mais en plus dur, hein, en Grèce. Et Tsipras avait choisi quelqu'un comme Kamenos, je crois, carrément comme ministre de la Défense, ce qui est très important en Grèce comme poste. Hein. Dupont-Aignan en plus dur, ça existe? Parce que c'est déjà quand même... Je sais, ouais. Non, mais disons que tu as tout à fait raison. Pour les Grecs, mais avec quelqu'un évidemment de plus solide que ne l'est Dupont-Aignan, même si Dupont-Aignan n'est pas dépourvu de qualité. Mais et en fait, voilà, donc Tsipras avait réussi à faire ça. Bon, alors malheureusement, on sait tous comment ça s'est terminé, mais l'idée originale était bonne. Bon. Revenons à notre contre-réforme des retraites, finalement. Parce que, bon, pour l'instant, la réponse syndicale, au moins, elle amène une opposition. Ça, c'est indéniable. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait fissurer
l'unité finalement. Parce que on voit bien, on a bien vu dans la presse dans la première semaine, parce qu'il y a deux temps. Il y a la première journée d'action du 31 janvier, où on voit que les médias cherchent à enfoncer des coins dans les discours des syndicalistes en disant il faut les diviser, il faut les diviser. Et puis là-dessus arrive Macron, il réunit les éditorialistes et il leur dit chut, faut changer de réponse médiatique, et là on en entend quasiment plus parler, quoi. Oui, ce fameux dîner, alors ça c'est absolument incroyable. Enfin, je peux pas dire qu'on soit surpris, ça n'a rien d'étonnant, mais c'est toujours plus impressionnant en fait quand on le sait, quand on a la preuve et que l'information est éventée, quoi. Donc on a une dizaine d'éditorialistes très en vue de la place parisienne, Saint-Cric, son fils Duhamel, je crois Fressoz, etc., qui sont invités à l'Élysée pour que le locataire des lieux leur donne une liste d'éléments de langage, de données à fournir dans leurs éditoriaux, leurs chroniques, leurs billets d'humeur, etc. Et on a vu dans les 48 heures qui ont suivi ce fameux dîner l'expression le président ne croit pas en une victoire de l'irresponsabilité fleurir sur tous les plateaux de télé et dans toutes les colonnes des journaux. Enfin, c'était tous ces journalistes qui avaient assisté à ce dîner, quoi. Ça, c'est bon. Donc bon, c'est des journalistes paillassons, hein, c'est des serpillères, mais... Mais quand ça se voit aussi clairement, c'est toujours intéressant, parce que quand on le dit, on passe pour des complotistes. Mais en fait, non, les éditorialistes parisiens viennent chercher leurs ordres au cours de déjeuner ou de dîner auprès de Macron ou de ses sbires. C'est quand même assez phénoménal et ça ne suscite pas plus de réactions que ça. C'est ça aussi qui est assez surprenant, quoi. C'est que les gens ont l'air de trouver ça tout à fait normal. Alors que c'est quand même une collusion assez hallucinante. Ouais. Bah, oui, mais parce qu'ils savent pas, c'est qu'ils viennent chercher leurs ordres et leurs chèques. Oui. Oui, bien sûr. Et que ça, bah, malheureusement, le plus grand nombre n'en a pas conscience, mais ça montre bien quand même que tout ce système démocratique a vraiment du plomb dans l'aile, que ça commence à se voir très très fort, et que effectivement, il y aura peut-être des choses à faire un de ces 4 matins quand même. Comme le rappelait tout à l'heure Xavier à propos des organisations syndicales, c'est que la presse, elle aussi, en France, est très largement subventionnée. Les syndicats ne vivent pas de leurs adhérents et la presse ne vit pas de ses lecteurs. En revanche, ils sont aidés par l'État. Oui, à des hauteurs impressionnantes. Mais pour répondre à la question qui était qu'est-ce qui pourrait faire peut-être qu'une véritable opposition se crée, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Il y a soit un mouvement populaire qui tourne un peu à un gilet jaune bis et encore plus massif, soit une véritable union de l'opposition législative. Parce que justement, on est quand même dans une situation où Macron a quand même est censément avoir moins les coudées franches qu'il ne l'avait lors de son premier mandat. Et si vraiment il y avait une volonté de s'opposer à cette réforme, que l'opposition législative s'entende. Mais évidemment, quand on voit les députés, la France Insoumise qui explique que voter pour le RN, quelle que soit sa proposition, c'est être proto-fasciste ou post-fasciste, forcément, on va pas dans cette optique-là. Mais ça veut dire qu'ils démontrent que leur phobie idéologique passe avant le bien commun et avant le bien des travailleurs, etc., etc. Donc encore une fois, ils démontrent que ce sont des leur collusion quasiment. Mais d'ailleurs, si Macron-Borne ne choisissent pas la voie parlementaire normale, c'est qu'ils savent qu'avec un 49-3, ils peuvent très bien sauter, y compris parce qu'ils ont des gens dans leur propre majorité qui soutiennent pas la réforme. Donc c'est pour ça qui commence à fléchir. C'est pour ça qu'ils vont choisir l'article 47.1 pour choisir un autre chemin qui les mettrait pas en danger, en fait. Hein. Oui. C'est
espoir d'ailleurs, mais qui n'est pas débordant, mais c'est d'ailleurs triste de devoir s'en remettre un peu à ça, et que je pense qu'il y a 2-3 possibilités pour que cette réforme capote. C'est un blocage dur, ça c'est un des premiers moyens. Raffinerie, transport, etc. Routier. Ça c'est un des... Ça serait plus, à mes yeux, plus intéressant si ça venait de là, mais je pense que si le projet vient à échouer, finit par échouer, ça sera plutôt lié en fait à un fléchissement de la majorité relative parlementaire. On voit qu'il y a un certain nombre de frondeurs. Alors, mettez toutes les guillemets nécessaires à frondeurs au sein de Renaissance dans l'hémicycle, qui visiblement doivent en avoir un peu marre de se faire ruer dans les brancards quand ils rentrent dans leur circonscription. Donc, qui commencent à faire comprendre qu'ils vont avoir beaucoup de mal à voter cette contre-réforme. Et il n'est pas impossible aussi qu'on ait certains députés au sein de la majorité qui, pensant déjà à 2027, vont vouloir savonner la planche, par exemple à des gens comme Darmanin ou Le Maire, qui s'imaginent potentiel successeur de Macron, et par exemple pour soutenir quelqu'un comme Édouard Philippe, se rendent à la buvette à un moment clé, par exemple, pour mettre la majorité dans l'embarras. On peut peut-être imaginer ce genre de scénario, c'est pas complètement invraisemblable. C'est clair qu'il y a beaucoup d'incertitudes, déjà sur la voie légale et après sur les actions de terrain. Pour revenir à nos syndicats, est-ce qu'on a l'impression que tout le monde est rentré dans la danse au niveau syndical? Parce que il me semble que la CFDT c'était plutôt les routiers, si je dis pas de bêtises, et les routiers, je les vois pas engagés dans ce scénario de grève. Pour le moment, oui. Pour le moment, apparemment pas, mais ça peut évoluer. Moi, ce qui me semblerait important, c'est que s'il y avait un durcissement aussi du mouvement social, c'est encore une fois qu'il soit... ça dépend de la façon dont tu vas être perçu aussi par, entre guillemets, la masse. Parce que on a vu récemment les raffineries fermées, bloquées. Et tout de suite, on nous vend, oui, regardez, une minorité qui empêche les gens de travailler, de circuler, etc. C'est un scandale. Encore une fois, je pense en jouant sur cette case, sur cette division française, le gouvernement peut déjouer le mouvement social. Ce mouvement social ne pourra marcher que s'il a vraiment derrière lui la majorité des Français qui disent bon bah ok, ça va être la galère pour aller au boulot, mais ça vaut le coup. Est-ce qu'on en est là? Grève par procuration. Ouais, mais je suis pas sûr que les gens soient prêts encore à ça, parce que on est arrivé à un tel degré aussi d'individualisme, etc., que les gens voient vraiment uniquement le fait qu'en effet c'est compliqué d'aller au boulot le matin, sans cette solidarité massive, je vois pas en effet le mouvement social pouvoir influer de façon décisive sur cette question-là. Moi, je crois que le mouvement est populaire. Le mouvement est populaire, que les gens sont, en tout cas dans tous les sondages de ce qui remonte de BFM ou d'ailleurs, les gens disent qu'ils sont prêts à attendre un blocage du pays pour empêcher cette réforme, parce que, mine de rien, tout le monde se voit pas, et rares, à mon avis, sont ceux qui se voient travailler 2 ans de plus, enfin prendre 2 ans c'est pas de prison ferme, mais de travail ferme supplémentaire, parce que déjà là, ils se voient pas terminer souvent la semaine, et de se dire d'aller jusqu'à 62, 64, ou même pour les plus jeunes, 68, parce que si vous sortez des études à 25 ans et que vous mettez 43 ans de cotisation, ça nous amène à 48, quoi. Enfin à 68, pardon. Donc je crois qu'on peut pas aller au-delà de 67, sauf erreur. Bah écoute, peut-être. Je crois. Ouais. Il me semble que c'est 67. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que pour les carrières longues, l'âge légal, donc pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, passera de 60 à 62, mais à condition d'avoir cotisé la durée légale majorée d'une année. Donc ces gens-là se retrouvaient carrément avec 44 annuités de cotisation.
Donc là, c'est vraiment la double peine. Hein. Non seulement tu as commencé à travailler tôt, souvent on sait que les personnes qui commencent à travailler tôt, c'est souvent des métiers assez pénibles, et en plus, ils se prennent une année de cotisation supplémentaire. Donc là, c'est la double douille. Hein. Et c'est pour moi même la triple peine, parce que, encore une fois, ce genre d'obligation pourrait être comprise dans une société en crise, où en effet, il y a plus de sous, les gens on produit plus, etc. Mais on balance du pognon partout. Comment expliquer à quelqu'un qui va devoir travailler 2 ans de plus pour toucher sa misérable retraite de 1200 euros brut, quand n'importe quel migrant qui met un pied sur le territoire est assisté, médicalisé, accompagné, etc. C'est aussi ça qui rend cette réforme insupportable. C'est-à-dire que on a l'impression que les Français doivent faire des efforts, mais pas pour eux, pas pour mais pour les autres. Et ça devient fou. À ce degré-là, ça devient fou. Ah ouais, Comme on dit toujours, pour les très aisés et les très aidés. Ouais. Les très aidés qui ne sont même pas des autochtones. Hein. On dit souvent que les Français sont généreux. Bah écoute, on va voir s'il y a une limite à la générosité. Moi, j'ai lu un article là ce matin. Dans une maison de retraite à Lisieux, ils n'ont plus les moyens, donc ils donnent plus de pain aux anciens, quoi. Oui, j'ai vu ça, ouais. Effectivement, ouais. Mais jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Français vont supporter ça, quoi? Ah oui, c'est une vraie question. Et jusqu'à quand ils vont accepter les dividendes monstrueuses déversés sur les actionnaires des sociétés? La France est championne du monde du montant des dividendes versés. Donc, c'est plus tenable. C'est plus tenable, cette dichotomie entre les super riches et en effet on va dire le lumpen prolétariat qui à la fois est super aidé et pourrit la vie de ceux qui les financent. Jusqu'à quand ça va tenir? Je sais pas. Et peut-être que cette réforme sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je l'espère pour ma part, mais j'en suis malheureusement pas persuadé. Mais sinon, en effet, ça va être quoi la prochaine étape en fait? Ce qui m'inquiète un peu, au-delà pour une inquiétude un peu plus immédiate, pas disons la vision globale de ce qu'on est en train de décrire, mais plutôt pour en revenir sur les retraites. Il y a deux choses qui me font peur, c'est une CFDT une fois encore à qui on donnerait 2-3 sucres et 2-3 friandises et qui viendrait rompre l'unanimité syndicale. Alors bon, malgré tous les bémols et toutes les nuances dont on a parlé tout à l'heure concernant les organisations syndicales, mais là en l'occurrence, bon, l'unité syndicale est quand même importante dans cette contestation. Je pense qu'il en faudrait peu pour que Berger retourne à la niche, quoi. Ouais, sauf que il me semble avoir lu quelque part que Laurent Berger avait été mis en minorité à son congrès sur cette question-là, et que là, il a plus le choix. D'accord, ce qui serait une bonne nouvelle. Bah, ça veut dire que là, c'est sa base qui veut pas aller à 64 ans. C'est pour ça que là, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et l'autre élément qui me fait un peu peur, c'est évidemment, comme d'habitude, les députés LR. Est-ce qu'ils vont être la force d'appoint de la Macronie? Est-ce qu'ils vont apporter les voix manquantes à Borne et à Macron pour que cette réforme passe? En gros, est-ce qu'ils compenseront les défections qu'on aura dans les rangs macronistes? Alors, j'ai cru comprendre qu'en gros, au sein du groupe LR, ça se divisait en 3 tiers. Un tiers va voter cette réforme avec joie, délectation et enthousiasme. Donc, en gros, ça va de la ligne Ciotti à la ligne Retailleau. Il y a les quelques types qui ont soutenu Pradier qui ne la voteront pas parce que Pradier lui-même avait fait comprendre qu'il y était opposé. D'ailleurs, j'avais trouvé des motifs tout à fait respectables, donc qui ne sont pas très éloignés de ce qu'on décrit ici.
Alors, le degré de sincérité du type, j'en ai aucune idée, hein, mais en tout cas, bon, c'était au moins bien défendu. Et il y a un troisième tiers, en gros, qui se rendrait à la buvette et qui se ferait porter pâle le jour J. Voilà. Ou disons dans les moments clés du vote. Mais je suis même pas sûr qu'avec ça, dans sa propre majorité, il faut pas oublier non plus que Bayrou a dit qu'il voulait pas d'un passage en force, et qu'aujourd'hui Oui. il fait partie de ceux qui militent pour un référendum. Donc je suis même pas sûr que le 47.1 soit pas la voie qui soit choisie par le gouvernement en disant au bout de 50 jours on passe en force quoi qu'il arrive. On passe en force, ouais. Avec le risque, comme l'a dit le canard enchaîné, que le Conseil constitutionnel, donc Fabius, mais là ce serait une surprise incroyable, qui vienne à dire non, parce que normalement ce sujet-là ne vaut que pour les points économiques. Donc, Ouais. Voilà. Alors, entre nous, je n'y crois pas une seconde, parce que quand on voit que le Conseil constitutionnel a quand même validé le pass sanitaire, on se dit j'ai pas grand espoir non plus dans cette institution. Quand on voit que ce Conseil constitutionnel a pu valider une ignominie comme le pass, bon. Alors, du coup, on se dit que tout est possible. Pour moi, il reste une seule variable qui est la plus incontrôlable et qui est déjà celle qui avait fait flancher Chirac. C'était quand 95, Chirac Juppé, ouais. Le CSE, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Mais, Ah, tu parles du CPE. Du CPE, ouais. Le CPE, c'était 2006. Chirac Villepin. 2005, ouais. 2005. Alors, là, pour le coup, la loi avait été votée, mais ils ont fait demi-tour parce que justement, les jeunes voulaient pas de ça et que ça a commencé à partir dans tous les sens. Et que là, quand on commence à toucher aux enfants, pour la légitimité d'un gouvernement, s'il y a des blessés, c'est chaud. Donc, c'est toujours compliqué. Ouais. C'est toujours compliqué. Mais du coup, ça nous ramène au calendrier. Enfin, je pose deux questions en même temps. Le fait de mettre le premier calendrier de cette réforme des retraites, c'était entre Noël et jour de l'an. Quelqu'un leur a dit que c'était pas une bonne idée, donc du coup, ils l'ont redécalé. Mais là, on arrive dans les vacances scolaires. Et est-ce que le fait de mettre les vacances scolaires au milieu, c'est une manière d'éteindre la mobilisation éventuelle des jeunes? Parce que pour moi, c'est vraiment la seule variable qui peut faire. C'est une excellente question. Ouais. Ce serait pas la première fois qu'ils utilisent ce genre de choses. Mais on se rappelle Balladur, quand il avait fait sa fameuse réforme, il l'avait fait passer fin août. C'était, il avait fait passer le passage de 37 années et demie à 40 années de durée pour les salariés du privé. Il avait fait ça à la toute fin du mois d'août, quand les gens n'étaient pas encore rentrés de vacances et quand ils avaient déjà la tête à la rentrée scolaire. Moi, la mobilisation de la jeunesse, j'y crois moyennement parce que c'est quand même quelque chose qui la touche quelque part moins directement, si je puis dire. Le CPE, c'était quand même... Encore plus non, mais c'est loin. La retraite, ça reste quand même lointain pour quand on a 19-20 ans. Je dirais même parfois c'est une bonne chose parce que c'est pas complètement normal de penser à sa retraite dès qu'on a 19 ans. Donc c'est moins... c'est vécu de façon moins charnelle que le CPE, qui était quelque chose qui concernait vraiment leurs années de fin d'études, etc. Donc malheureusement, je vois pas une mobilisation de la jeunesse radicale sur cette question-là. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop lointain, un peu trop chiffré, un peu trop... Puis les gens se disent, bah, d'ici là, il y aura 5 gouvernements qui vont passer, on pourra revenir en arrière. Je crains qu'il ne faille pas espérer grand-chose. Et je pense aussi que la jeunesse actuelle est un peu plus ramollie que celle d'il y a quelques années, mais ça, c'est un sentiment plus général. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, Roberto, moi j'ai eu deux petits espoirs. Donc c'est soit un blocage avec les raffineries, des routiers, des camionneurs, donc c'est-à-dire un blocage du pays qui provoquerait une crise politique vraiment profonde. Et sur le plan législatif et parlementaire, une très grosse hésitation, un très gros fléchissement dans les rangs de la Macronie. Et par contre, comme je te le disais, mes deux inquiétudes, une CFDT qui flanche et des LR qui arrivent en force d'appoint de la Macronie pour sauver cette contre-réforme. Voilà. Et bon, puisque tu me dis que visiblement Berger a été mis en minorité, bon, ça laisse peut-être... Dans un de ses congrès, donc, mais après...
enfin, on verra, on en est à faire des suppositions, mais imaginons qu'il y ait effectivement un blocage qui conduise, un blocage du pays qui conduise Macron et Borne à un retrait de cette réforme, bah, ça leur permettrait, eux, de dire à leurs mandants, parce que c'est ça, vous voyez, on a essayé, mais je pense qu'ils ont encore quelques cartes et j'aimerais bien qu'on les évoque ensemble quand même. Parce qu'effectivement, pour eux, la meilleure manière, c'est de dire, vous voyez, on a essayé, bon, le pays veut pas, on a bloqué le pays, ça mettait en danger l'économie, donc on retire la réforme. Mais et peut-être, pardon, peut-être qu'on pourrait poser aussi la question du rôle du RN, qui est quand même le premier parti d'opposition. Est-ce qu'il va jouer une carte d'investissement dans ce combat? Est-ce qu'il va parce que ça peut jouer aussi, appeler à la mobilisation, appeler à la, quel est le rôle du RN dans ce dossier? C'est quand même intéressant pour un parti qui est devenu quand même un parti important, même en termes législatifs. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez modéré. Enfin, je les sens pas non plus vent debout contre la réforme, même si ils la voteront pas. Mais entre ne pas la voter et participer à un mouvement de contestation globale, ça pourrait aussi faire basculer peut-être un certain nombre de choses. J'attends une manifestation du RN sur cette question, puisqu'en effet, les syndicalistes, comme toujours, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas avoir de représentants du RN à leur menu. Mais voilà, est-ce que le RN va s'emparer aussi de ce débat pour agir sur le réel? Ça va plus loin que ça, même, Xavier. C'est que Martinez les a carrément menacés physiquement en cas de venue dans les cortèges et dans les manifestations. Oui, mais quand tu es un parti qui représente 40... Tu fais des propres manifestations quand tu représentes. Je suis entièrement d'accord. C'est ce qu'ils devraient faire. Ils devraient organiser effectivement leur propre. Mais veulent-ils le faire? Vont-ils le faire? Peut-être que ça pourrait jouer dans la balance. Mais peut-être que leur électorat est pas certain de se mobiliser sur ce genre de réforme. C'est aussi l'inconnu pour eux. Je crois qu'en fait, vu une grande partie de la sociologie électorale quand même du RN, je crois d'ailleurs avoir vu passer des chiffres à un sujet. Cette contre-réforme est très 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 impopulaire dans les rangs des électeurs RN. Hein. Ah non. Ah si, pour une bonne partie. Hein. Ouais, pour une bonne partie. Alors après, il y a évidemment toujours la même chose. Ça dépend de quel électorat. Je pense qu'évidemment dans le sud-est, ça doit être moins le cas. Mais dans le nord et dans l'est, je suis à peu près sûr que cette contre-réforme passe très mal. J'ai aucun doute à ce sujet. Alors, si tu as les chiffres exacts, ça m'intéresserait. Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas gardé parce qu'il y a tellement de choses qui passent. Mais non, il me semble que la réforme était impopulaire auprès des électeurs RN. Mais alors après, l'idée du référendum, qui est avancée justement par le RN, par Dupont-Aignan, par Bayrou, ça pourrait être une Vox Populi, là. Le peuple. Ah oui, donc tu es d'accord avec. Donc tu me confirmes que la réforme est bien impopulaire au sein des rangs du RN. Ah oui. Oui, on est d'accord, oui, c'est bien ça. Oui, je pense qu'évidemment, elle est peut-être un peu moins mal vue peut-être dans le sud-est, mais dans le nord et dans l'est, c'est évident qu'elle est très très mal vue et très mal considérée par les électeurs RN. Enfin, Macron va pas faire un référendum qu'il est sûr de perdre. Oui. Non, mais pour lui, Xavier, ça pourrait être la réponse à ses mandats. Encore une fois, vous m'avez donné mandat pour faire une réforme des retraites. Le pays a été bloqué. J'ai fait un référendum, ils en veulent pas. Adios. Oui. Alors ça pourrait être en effet une porte de sortie. Ouais. Ça pourrait être une porte de sortie politique, mais moi, il y a quelque chose qui commence encore une fois à monter dans les manifestations, c'est les actes de violence. Et il y avait le témoignage d'une ancienne syndicaliste, je me souviens plus comment elle s'appelait, féminine de la police là, qui disait que les Black Blocs. Ouais, elle s'est suicidée elle. Ah non, je l'ai vu sur un plateau de télé il y a peu de temps. Une maghrébine, non, c'est ça ? Mais elle avait dit globalement que les Black Blocs, ils se déplaçaient comme ils voulaient, ils intervenaient, ils foutaient le bordel dans les manifs. Donc est-ce que c'est finalement, c'est pas ça une des dernières cartes du pouvoir, c'est d'envoyer des gens pour foutre le bordel dans les manifs pour les rendre impopulaires, parce que comme d'habitude. Oui, non, mais c'est peut-être leur dernière carte. Mais est-ce que les
policiers qui sont hostiles aussi à cette réforme peuvent pas être des acteurs dans le fait de bloquer, de bloquer ces nervis de l'État, en fait. Ce serait un scénario intéressant, mais encore une fois, une action comment dire, de militantisme auprès des flics pour leur dire soyez acteurs, empêchez cette. Alors vous allez me dire, je rêve un peu, mais j'aime bien rêver à voix haute des fois. Malheureusement, je crains qu'il ne fallait pas espérer grand-chose. Je suis un peu sceptique aussi. Des corps reconstitués comme on a l'habitude de les appeler. On sait qu'on a beaucoup. Qu'il y a beaucoup de gens dans les forces de police qui votent RN, etc. Mais ça reste des policiers avant tout. Ça reste des policiers qui suivent les ordres et qui feront ce qu'on leur dit de faire. Et malheureusement, je crois que c'est un peu c'est un peu un vieux fantasme entre guillemets, si je puis dire, d'extrême droite. Les policiers qui attendent de se mettre aux ordres, etc. Non, ils feront ce qu'on leur dit de faire. Ils l'ont fait pendant les Gilets jaunes. Ils le referont là, sans faire de distinction entre les Black Blocs, les gens, les manifestants sincères, etc. C'est malheureux. Ça ne veut pas dire que parmi ces gens-là, il n'y a pas des gens bien, mais leur fonction est telle que c'est la garde prétorienne du système. Je suis navré, ça ne changera pas et c'est comme ça. Et attendre quelque chose d'eux, c'est à mon avis très 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 utopique. J'entends bien, mais il n'empêche qu'ils étaient présents et assez bien présents à la première mobilisation. C'est pour ça que je me dis que la donne peut changer. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions non plus. Mais j'avoue être très très sceptique là aussi. Hein. Mais il n'empêche que déjà, ça pourrait être une cible en termes de communication pour aller chercher ces gens-là et faire faillir le pouvoir. Mais ça n'engage que moi. Ok. Alors. Qu'est-ce que les syndicats proposent pour financer autrement le régime des retraites? Il y a un des points qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment c'est le point d'augmentation de cotisation qui pourrait apporter 15 milliards d'euros. L'augmentation des salaires qu'on a évoqué. Alors, tout le problème justement des propositions syndicales concernant l'augmentation des salaires, notamment de la CGT, les fameux 10%, c'est qu'ils veulent que ces hausses de salaire reposent uniquement sur l'employeur. Et c'est là, à mon avis, qu'ils font une grave erreur, et c'est le meilleur moyen de rendre cette demande impopulaire, c'est de ne pas la financer autrement. Et c'est là que j'évoquais tout à l'heure la fameuse contribution sociale, notamment sur les produits importés, qui est à mon avis la meilleure solution qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est compliqué dans une situation, dans une période inflationniste, mais si on voit sur le moyen ou sur le long terme, ça peut être une solution tout à fait envisageable et qui en plus aurait pour vertu d'envisager une relocalisation de certaines activités économiques sur à plus ou moins long terme. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, mais monsieur, vous allez taxer plus le travail. Comment voulez-vous que les emplois reviennent en France? Alors là, l'argument, c'est du pain béni pour eux. Hein. Oui, c'est là qu'il faut leur expliquer en fait, que le problème n'est pas le coût du travail en France, mais que le problème, c'est le coût notamment de l'immigration, qui en fait impacte le coût du travail. Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, on est sur un problème de démographie, parce que la pyramide des âges, elle est en train de s'effondrer en France et en Europe, et que comme il n'y a pas de natalité, et que la natalité s'écroule encore plus, on l'a vu ces dernières semaines, la seule réponse, c'est l'immigration pour compenser. Zéro politique nataliste, ça pourrait être un début de réponse. Mais ça fait pas partie de leur logiciel de pensée. Tout à fait. Alors que d'ailleurs, les populations issues de l'immigration ont un taux de chômage bien plus élevé que le reste de la population, de surcroît. Donc le fameux mythe, ils vont payer nos retraites, non. Tout simplement non.
Non, déjà, il faut payer leur chômage avant qu'ils payent leur Voilà, retraite. c'est ça. Il faut d'abord payer leur chômage avant qu'ils payent leur retraite. Alors avant leur chômage, c'est leur intégration. Ouais, en plus, ouais. De plus. C'est leur intégration. Non, mais sinon, il y aurait en effet des processus qui sont, pour le coup, plutôt proposés par la gauche. Taxation des richesses, que les GAFA payent en fait enfin les impôts qu'ils doivent payer, lutter véritablement contre l'évasion fiscale, qui représente quand même des sommes faramineuses. 400 milliards. Ben voilà, donc encore une fois, l'argent, il y en a, il suffit d'aller le chercher, mais si on veut pas aller le chercher, on ne le trouvera pas. Mais des solutions, bien évidemment, il y en a. Même la fameuse vieille utopie, la taxe Tobin, qui me paraissait pas quand même un concept complètement délirant, de prélever les transactions les transactions financières, etc. Ben voilà, de l'argent, il y en aurait. C'est la volonté politique qui manque. C'est pas une fatalité économique, c'est la volonté politique qui manque. C'est-à-dire qu'on veut pas financer ces retraites parce qu'on veut casser le système de retraite français, comme on a cassé grosso modo tous les services publics progressivement, etc. pour les privatiser. C'est une volonté politique. C'est pas une obligation financière. D'ailleurs, la privatisation les privatisations sont souvent des échecs économiques. Mais il faut casser le modèle et surtout donner l'impression encore une fois, c'est ce que disait Maurice, qu'il n'y a pas d'alternative. Mais si, il y a des alternatives, il y en a plein, si on avait la volonté politique de le faire. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais de la casse des services publics. L'obsession de l'allègement de la masse salariale, pour reprendre une formule qu'ils affectionnent, de l'allègement de la masse salariale dans la fonction publique, et notamment la fonction publique hospitalière, de l'aveu même du Conseil d'orientation des retraites, ça a eu un impact sur l'état des retraites, notamment en perte de cotisation. C'est-à-dire que ces mesures d'économie, en fait, ont aussi contribué à détricoter le financement du système des retraites. Tout simplement, en fait, la création d'emplois, tout simplement, les emplois financent les retraites. Hein, j'énonce une évidence, mais il est quand même bon de le rappeler, quoi. D'ailleurs, il est impossible de ne pas parler aussi de la réforme de l'assurance chômage qui date de seulement voilà quelques semaines, qui a réduit, je crois, de 25% le niveau des indemnités. Peut-être Roberto, tu as plus d'informations que moi là-dessus. Non, mais c'est ça, mais celle-là, elle est passée, hein, les syndicats. Il y a un mois ou deux, voilà, elle est passée. C'est à un moment en plus où on peut craindre, en raison de la crise des coûts énergétiques, de l'inflation, que malheureusement le chômage reparte à la hausse. Et ils organisent cette réforme de l'assurance chômage à ce moment-là, quoi. Bon. C'est difficile de ne pas y voir, de ne pas avoir un effet d'aubaine, on va dire. Donc, si je reformule un peu toutes les propositions, c'est déjà la traque contre la fraude fiscale, mettre fin aux paradis fiscaux, taxer un peu plus les profits aussi bien des milliardaires que des multinationales, et puis mettre fin aux politiques d'exonération qui sont des manques à gagner pour les systèmes sociaux. Mais pour moi, le plus important quand même, puisqu'on parle de retraite, c'est quand même le point de cotisation. Je pense que c'est ça le plus important. Oui, de remettre à l'équilibre un petit peu aux salariés, un petit peu aux employeurs. Voilà. Et je l'évoquais tout à l'heure parce que tu disais l'emploi c'est quand même quelque chose de fort, parce que si les gens sont en emploi, ils cotisent. L'emploi des seniors, tout a été fait dans ce pays pour faire en sorte que les gens à partir de 55 ans ils dégagent, quoi. Tout à fait. Jusqu'à présent. Oui, d'ailleurs, leur taux d'inoccupation est très important. Donc c'est encore une fois une hypocrisie. C'est-à-dire qu'à 50 ans, on vous dit que vous n'êtes plus bon à rien.
Mais il va falloir bosser jusqu'à 62, ou 64 ou 65. C'est un peu compliqué comme arithmétique. Euh, Bah, on en revient à c'est- ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, c'est-à-dire que les pensions seront tellement basses, les pensions retraite sont tellement basses que les Français, en fait, une grande partie des Français, sera obligé de se tourner vers des mais complémentaires retraite. oui, mais le but c'est ça, c'est de créer un nouveau marché pour que les gens soient obligés de payer, comme ils payent une mutuelle pour pour pouvoir se payer des lunettes qu'on paye gratuitement à des migrants, ils se payent une complémentaire santé et ça va générer des business énormes, etc., etc. Le but, pour moi, il est vraiment là, de créer ce nouveau marché euh, de, on va dire de retraite privée ou paraprivée en complément de ce qu'on va toucher peut-être un jour si on touche quelque chose. Mais c'est ça le but. C'est un modèle à l'américaine avec toute la grande réussite qu'on a pu observer dans ces pays-là. Hein. Parce que moi, pour y aller de temps en temps, j'ai quand même vu des gens dans les supermarchés qui remplissaient les caddies ou qui ramenaient les caddies égarés sur les parkings qui avaient presque 80 balais. Parce qu'en fait, ils avaient tout mis dans un fonds de pension qui allait leur assurer leur retraite, qui a fait faillite Un cas connu, ensuite. c'était Enron, par exemple. Donc voilà, c'est ça le modèle qu'on veut nous vendre. Ah non, mais ayez confiance, mettez votre argent en assurance vie, en je sais pas quoi, en trucs spéculatifs. Ça marchera bien mieux qu'un système étatique parce que l'État c'est pas bien, ça marche jamais. Mais voilà, des gens de 80 balais obligés de livrer les journaux le matin à la place des gamins de 14 ans. Enfin, c'est vraiment ça qu'on veut nous vendre. Et ça, c'est une volonté idéologique. C'est absolument pas un impératif économique, encore une fois. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, messieurs. Bon, ça commence à remonter un peu, mais au moment de la réforme, enfin, une des multiples réformes des retraites, contre-réforme des retraites, donc là, c'était celle de Woerth en 2010, qui faisait passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Euh, je me souviens parfaitement à l'époque d'une campagne publicitaire assez régulière pour Malakoff Médéric, vous savez, les complémentaires retraite privée. Donc on était sous la présidence Sarkozy à l'époque. Et je crois d'ailleurs que C'est Malakoff 230. Médéric était entre les mains voilà, du demi-frère, d'un des demi-frères de Sarkozy d'ailleurs, je Tout crois. à fait. Tout à Donc fait. bon, en Mais plus, on est dans le capitalisme de connivence aussi. Hein. bon, alors là, clairement. Mais bon, alors mes chiffres datent un peu, mais il me semble que la part de retraite complémentaire, c'était à peine 10% des retraites euh, il y a 5-6 ans. Donc tout ça pour dire que c'est un système qui n'a pas encore bien pris, mais tant qu'on n'a pas flingué complètement le système de retraite, comme ils sont en train de flinguer l'hôpital, comme ils sont en train de flinguer, enfin l'hôpital, c'est vraiment l'image la plus flagrante. Quand ils auront tout flingué, bah, effectivement, les gens payeront. Et quand il faudra payer, bah, il n'y a plus grand monde qui pourra se payer quoi que ce soit. C'est quand même ça le monde qu'ils sont en train de construire et le monde qu'il faut combattre. Hein. Mm. C'est clairement ça, c'est le programme. C'est le programme affiché C'est de la et tout le démolition. reste, c'est de la flûte, quoi. Mm. C'est ça qu'ils veulent nous vendre. C'est ça qu'ils veulent nous vendre. Alors, le contexte dans lequel ils sont en train de faire ça, euh, Ouais, ajoute au sadisme, je trouve. de quoi? Je trouve que le contexte économique dans lequel ils font cette contre-réforme ajoute à leur sadisme. Bah ouais, à leur Et à leur sadisme. perversité, à leur perversité. Ouais. Ouais, à leur perversité, mais surtout, est-ce que ce sera pas l'étape de trop? Parce que là, on parle que des salariés, globalement, hein, quand on parle des retraites, enfin, on parle beaucoup des salariés, mais ça arrive dans un moment où tous les artisans, les petits commerçants, etc., ils sont en train d'être mais liquidés, quoi. Liquidés avec l'histoire des factures d'énergie. Donc, est-ce que tout à l'heure tu disais il faudrait pas un gilet jaune bis? Moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on va pas aller vers un, s'il y a quelqu'un qui sait animer ça avec intelligence, vers un néo-poujadisme en fait, parce que le début des Gilets jaunes, c'était quand même le regroupement du populo et des petits artisans qui commençaient à crever. Mais là, je les vois pas se laisser saigner sans réagir. Et est-ce que ça, Alors, c'est pas un facteur supplémentaire pour mettre le feu ou pour alimenter l'incendie en fait? on pourrait l'espérer. Après, la problématique des artisans et
et même des petites entreprises, etc., c'est qu'il y a un côté très individualiste. Il n'y a pas de syndicats, justement, ou en tout cas, si, il y a des syndicats, mais qui sont pas aussi revendicatifs ou aussi représentatifs. Il y a un côté très individualiste déjà dans la démarche même de l'artisanat, etc., qui fait que, en général, il faudrait trouver un liant ou un leader. Le poujadisme a fonctionné parce qu'il y avait Poujade. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui pourrait prendre cette révolte et la représenter? Je crois que c'est ça qui manque un peu. Alors certains auraient pu peut-être espérer que ce soit Marine. Je crains que ce soit pas le cas, mais il faut qu'une contestation, malheureusement ou pas, parce que ça a des défauts aussi, le leadership entre guillemets, mais il faut qu'elle soit incarnée par quelqu'un. Il faut qu'il y ait une personnalité qui sorte et qui s'impose et qui prenne. Et là, peut-être qu'en effet, on pourra avoir cette contestation. Mais je crois que c'est ça qui manque, et c'est peut-être ce qui a manqué aussi aux Gilets jaunes, où c'était trop horizontal. Il y a un moment, un mouvement révolutionnaire doit être vertical. Il faut un moment aussi de l'incarnation et de une tête. Là, je vois pas de tête qui sort mais j'espère qu'il y en a peut-être une qui va se révéler. Mais sans ça, je crains que ça prenne pas. On verra. Je pense qu'on va se donner rendez-vous peut-être pour une autre émission dans quelques temps, voir comment tout ça évolue. Est-ce que du coup, ce gouvernement-là profite pas un petit peu des événements là, entre le gavage énergétique de ceux qui ont anticipé la crise, c'est-à-dire tous ceux qui sont des amis du forum de Davos, ou d'un engagement plus fort vers le conflit en Ukraine, est-ce qu'ils ne profitent pas de cette situation d'instabilité intérieure pour faire passer d'autres choses? Parce que il y a quand même une situation, un contexte international qui évolue, et qui évolue de manière assez forte quand même. Est-ce qu'on n'est pas dans une diversion? Moi, je pense qu'ils en profitent pleinement, bien sûr. Et c'est même à se demander si c'est pas fait pour ça. Hein. Là, on est évidemment quand il y a une menace de plus en plus présente, quand même, l'air de rien, d'une guerre extérieure, voire d'une guerre mondiale. Forcément, les gens sont inquiets, sont prudents, sont épargnants. Ils vont pas partir sur des rébellions internes, donc je pense qu'en effet le contexte leur profite énormément, et c'est peut-être d'ailleurs en partie pour ça qu'ils ne font rien pour régler de façon digne et utile la situation extérieure. Mais bien sûr que ça profite, surtout qu'en plus on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tout mettre sur le dos de la crise ukrainienne, donc c'est un peu facile, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les augmentations, c'est à cause de l'Ukraine, l'inflation, c'est à cause de l'Ukraine, et ça passe. Donc là, c'est un peu en roue libre avec une menace extérieure. C'est assez classique. Hein. Dans le passé, on a vu aussi ce genre de situation, en espérant que ça n'aille pas jusqu'à des flagrations, évidemment. Mais oui, bien sûr que la situation internationale leur est pleinement utile à l'heure actuelle. Ce qui est impressionnant à voir, c'est qu'en fait, pour eux, la réforme des retraites, sur un plan symbolique, c'est la mère des batailles. Et ça vaut d'ailleurs pour tous les gouvernements qui se sont succédés depuis pratiquement 40 ans. On va dire au moins depuis 93 et la réforme Balladur. Ils en font tous quasiment alors il y a une très forte portée symbolique, ils en font tous un cheval de bataille. Je trouve ça atterrant qu'ils osent la faire après 2 ans et demi de crise Covid, une guerre en plein cœur de l'Europe, une crise inflationniste et énergétique. Mais finalement, j'ai du mal à me dire que
Alors effectivement, comme je le dis, ça en rajoute sur leur côté pervers et masochiste, enfin, et sadique, pardon. Mais effectivement, comme tu le dis, Roberto, il n'est pas du tout inconcevable que pour eux, au contraire, le faire en cette période soit l'occasion rêvée. Justement, du fait des difficultés économiques que rencontrent de nombreux Français actuellement en raison du coût de l'énergie et de l'inflation, bah, beaucoup de gens peuvent hésiter à faire grève ou à faire grève autant de jours qu'ils le souhaiteraient réellement. Bah, on en parlait tous les deux pas plus tard qu'avant que l'émission commence, hein. Moi, j'ai fait un calcul du nombre de jours de grève que je pourrais m'autoriser mensuellement si la crise dure. Tu parlais Si de cette Wörth, tu parlais compensation- de Wörth tout à l'heure. Moi, je me souviens, c'était les premières manifs que je faisais. On en était à la 9e, et puis Wörth disait tranquillement, oh ben, la dernière fois, ils en ont fait 14 de journées de grève, dans les fameuses grèves saute-mouton. Ils en ont fait Ouais, 14, donc on verra jusqu'à quand ils vont aller. Et ils jouent l'épuisement systématiquement. C'est pour ouais, ils ça jouent que, l'épuisement. c'est pour ça que, et ça commence déjà à poindre. Moi, je vois euh, les camarades commencent déjà à se dire qu'ils font grève, mais est-ce qu'ils vont pas jouer l'épuisement et que si on bloque pas le pays, il se passera rien. Il se Et, passe rien. et moi, mon propos, et je vous rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, ou même toi, Maurice, que si on n'élargit pas la contestation, si tout le monde ne descend pas dans la rue, on ne bloquera pas le pays, on ne bloquera pas ces gens-là. Et ça pourrait être un des premiers éléments de conclusion de cette émission, c'est que tant qu'on n'arrêtera pas ce libéralisme débridé et ces fous furieux qui sont aux commandes euh, et qui sont élus pour ça, et ben on va continuer ouais, à se paupériser. Je sais pas quel mot tu as utilisé tout à l'heure, Maurice, mais on va continuer Déclassé, ouais. à être Déclassé. déclassé. Ouais. Le déclassement va continuer et j'ai peur qu'un jour il soit trop tard pour réagir. Oui, Pour moi, probablement. ce qui est fondamental, c'est que les Français, entre guillemets, se réconcilient. C'est-à-dire que qu'il n'ait pas l'impression que c'est pas une compétition de lui il a un privilège donc il faut qu'il le perde parce qu'en général quelqu'un qui perd un privilège c'est ce qu'on appelle un privilège dans le langage actuel mais qui en fait est un acquis c'est pas l'autre qui va en profiter c'est qu'en fait tout le monde Ouais, va c'est être perdu pour tout le tout le monde. monde va C'est perdu pour tout le être monde. tiré par le bas donc en fait cette compétition notamment celle qui est fondamentale fonctionnaire privé euh, de- euh, en fait, il y a des choses qui dépassent ça. Et il faut pas, et tant qu'on n'aura pas dépassé, en effet, cette espèce de jalousie très française qui dit bah oui, pourquoi lui il partirait plus tôt en fait, on a l'impression parfois que les Français ils préfèrent que tout le monde parte plus tard à la retraite plutôt qu'il y en ait qui partent plutôt qu'eux, quoi. Ces petites jalousies corporatistes, etc., les dépasser en voyant en effet on est dans un système qui veut tous nous appauvrir tous nous déclasser, tous nous D'ailleurs, tu remarqueras, paupériser, Xavier, du chef que ce soit un chef d'entreprise de PME à un ouvrier sur une chaîne. Si on n'arrive pas à imposer cette idée-là, que la lutte contre le libéralisme, elle dépasse euh, c'est pas une lutte contre la libre entreprise, c'est pas une lutte contre l'artisanat, mais c'est une lutte pour les gens libres contre un pouvoir libéral. On n'y arrivera pas, je pense. Et c'est ça qui est un peu, qui peut peut-être se jouer dans ce genre de combat. Et j'espère que ça puisse être un élément déclencheur, mais c'est vraiment fondamental parce que on le voit dans certaines réactions des uns et des autres. Il y a toujours cette compétition, oui, mais pourquoi moi j'y ai pas droit? Et puis les vieux trucs qui sortent, la prime charbon, des cheminots, enfin toutes les conneries qu'on entend en permanence. Il faut réconcilier le peuple français contre une oligarchie mondialiste qui l'appauvrit, qui l'asservit. Et si on arrive à réunir ça, eh ben ça va péter. Si on n'y arrive pas, ce sera des combats d'arrière-garde de l'un ou l'autre pour sauver ce qui peut sauver. Mais en effet, si ça dépasse pas le cadre purement syndical, je pense qu'on n'y arrivera pas. Bon, là-dessus, on se rejoint, on est d'accord, il faut que ça sorte de ce cadre-là. C'est pour ça que je dis l'arrivée des jeunes, ça peut être un élément amplificateur, et puis que derrière, les,
ceux qui sont en train de prendre des factures d'énergie qui augmentent en profitent pour dire on va se joindre à ce mouvement-là pour. Mais bon, je crois qu'un des éléments sur lequel il faut aussi s'interroger, c'est sur la légitimité de ce système démocratique. Parce que tant qu'on continuera, alors, des démocraties, régime des partis, donc partition, donc division, etc. Et ce que tu évoquais, Xavier, c'est peut-être aussi la nécessité de retour à des communautés organiques, mais des communautés organiques avec des populations qui sont totalement métissées, hétérogènes, etc. Ça laisse pas augurer quand même le meilleur et le retour à des intérêts communs bien compris. Non, c'est pour ça que je pense qu'on est à une époque un peu charnière. Là c'est un peu le dernier temps avant que justement on tombe dans un communautarisme multiforme et très problématique. Là, on a encore, je pense, à l'heure actuelle, un intérêt général, un bien commun qui est encore compréhensible par tous. Ça n'existera plus dans 20 ans où, en effet, la disparité ethno-culturelle aura tout explosé. Là, je pense qu'on est vraiment sur une ligne de crête. Soit c'est maintenant, soit après, il y aura d'autres. D'espérer, il y aura d'autres choses à faire, mais il y aura plus ce bien commun national. Faudra penser, en effet, plus en termes de communauté, etc., etc. Qu'est-ce qui manquerait au RN pour être ce déclencheur? Parce que finalement, ils sont pas très explosifs. Enfin, je sais pas si vous comprenez. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il lui manque la volonté d'être un parti révolutionnaire. C'est ça. Le RN veut être un parti comme les autres, veut s'intégrer dans le système. Il veut pas faire péter la maison. Hein. Il veut avoir sa chambre d'amis. Donc c'est ça qui lui manque, c'est de pas être. Et on peut lui reprocher de l'extérieur, mais depuis quelques années, il prétend pas le contraire. Donc, mais c'est pas un parti révolutionnaire. C'est au mieux le RPR en effet des années 80. Donc, ils se prétendent d'ailleurs être ça, mais c'est ça qui leur manque. C'est pas ce sont des réformistes, ce sont pas des révolutionnaires, et donc ils s'inscrivent plus ou moins dans la problématique plus que dans la solution, à mes yeux, mais encore une fois avec tout le respect que je peux avoir pour les militants et les gens qui font des choses bien au sein de ce parti, mais je pense qu'en effet la structure actuelle et ils veulent le moindre mal au sein de ce qui est en place, ce qui est déjà pas mal. Hein. S'ils arrivent à gratter 2-3 trucs, moi je suis très content, mais on peut pas espérer en eux être une force révolutionnaire. Il faut les voir comme en effet peut-être le moindre mal dans le système politique, ce qui est déjà pas mal, mais pas comme une force révolutionnaire malheureusement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que la recherche permanente en fait de la banalisation et la quête de respectabilité fait qu'ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain point. Sinon, effectivement, ça serait un parti révolutionnaire, ce que le RN n'est pas, clairement pas. Maintenant, je trouve qu'ils jouent correctement leur partition. Disons, ils font ce qu'ils doivent faire, voilà, ni plus ni moins. Mais disons qu'ils font ce qu'ils doivent faire, au moins déjà sur le plan entre guillemets de la guérilla parlementaire. Ça permet aussi de mettre à jour le double jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, et le double discours tenu en permanence par la NUP. On en parlait tout à l'heure, le refus de voter la motion référendaire, les motions de censure il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, et le RN a l'intelligence là sur ce sujet de dire nous voterons les motions de censure si elles sont proposées par nos adversaires, mais qui font également partie de l'opposition. Alors aussi bien les LR que la NUP. Bon, ils ont cette intelligence-là. Ça, c'est bien, c'est très bien de faire ça. Maintenant, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Xavier. Il nous manque clairement une structure révolutionnaire, nationale révolutionnaire dans le pays. Hein. C'est une évidence. Ne serait-ce que pour distiller des idées, Oui, être un peu une sphère d'influence que malheureusement... Une boussole. Ouais, déjà une boussole.
Oui, une boussole ou qui aille, y compris sur le terrain social et pas que sur le terrain identitaire, parce que c'est le stress. De toute façon, pour nous les deux questions sont intimement liées, hein. Moi, contrairement à beaucoup de personnes, même de nos amis et de camarades, je ne fais aucun distinguo entre les deux. Les deux, à mes yeux, sont imbriqués. Oui, pour nous, oui, mais pour d'autres, enfin, moi, alors, un constat que vous partagerez certainement, mais on a trop mélangé on s'est trop mélangé, et finalement, moi, je m'aperçois que beaucoup trop de nos amis sont des légalistes, en fait, et que la moindre action, comment dire, pas rebelle, mais un peu hors la loi, dissidente, c'est déjà compliqué pour eux. Et tant qu'on n'aura pas euh, cette culture-là de désobéissance, et cette désobéissance, je la trouve chez très peu des gens que je côtoie. Et c'est un vrai constat d'échec, en fait. D'autant plus que la désobéissance, paradoxalement, peut presque se faire dans le cadre de la loi, en fait. C'est Euh, ce que oui, il faut connaître la loi, et puis il faut être à la marge, voilà, ou de ce que disait Hakim Bey dans les zones autonomes temporaires, il faut être là où ils n'ont pas le temps de venir nous chercher. Mais, c'est ça. mais ce Et serait parfois, simplement ne pas faire, ne pas faire n'est même pas interdit, en fait. C'est-à-dire ne pas faire, parfois, suffit à être un petit grain de sable, être une possibilité d'enrayer la machine, ou en tout cas d'empêcher son emballement. Donc parfois, ne pas faire suffit simplement. Mm. Et Alors, je pense qu'on l'a bien vu avec l'épisode du Covid, hein. penser à ça, évidemment. Si vous n'étiez pas dans les normes, on n'allait pas encore vous chercher comme en Chine pour vous amener dans des centres de rééducation. Et pourtant, 98% des gens ont suivi à la lettre les recommandations totalement délirantes du pouvoir. Donc en effet, il y a une pression légaliste assez phénoménale. Et d'ailleurs, je pense que ce test a quand même donné à l'État ou au système, si on veut dire, la certitude qu'il pouvait quand même aller très loin sans subir de réactions trop rigoureuses, quoi. Donc après, il faut en tenir compte, hein. C'est malheureusement un état de fait. On va pas créer des ex nihilo euh, des révolutionnaires, etc. Mais oui, on est dans un système où en effet les gens sont très légalistes, sont très soumis, mais si on touche à des choses qui leur sont quand même très, là pour les coups, les questions de pouvoir payer son loyer, pouvoir payer son chariot de course, etc. Est-ce qu'il y aura la même soumission que pour des questions plus, on va dire, oui, à la liberté de marcher, de pouvoir aller à la plage quand tu veux. Bon, là, est-ce qu'on va toucher à les choses plus fondamentales qui vont peut-être créer une réaction plus forte? Peut-être, je sais pas. Mm. Je vais faire un dernier constat, et puis après je vous Pierre laisse. Hillard pense depuis des années. Je sais que Pierre Hillard dit depuis des années que pour lui, les Français bougeront quand le frigo sera vide ou l'assiette sera à moitié vide. Voilà. Ouais, celle-là, on l'entend depuis longtemps, mais moi, j'aimerais me raccrocher à autre chose, parce que, euh, et puis je vous laisserai le mot de la fin après, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission sur la culture de la désobéissance. Je pense que l'exemplarité fait que elle permet aux autres d'agir. Un exemple qui va certainement vous parler. S'il n'y avait pas eu la marche sur Fiume, est-ce qu'il y aurait eu plus tard la marche sur Rome? C'est une excellente question. Hein. Probablement non. Probablement non. Probablement. C'est pour ça que je dis que de plus en plus, j'en arrive à me dire que la culture de l'exemple, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, et qu'on pourra pas s'en affranchir sans une véritable volonté, sans des gens qui sont prêts à transgresser beaucoup de choses. Voilà, on a pas mal déjà parlé, ça fait bientôt 1 heure et demie, voire plus. Je vais vous laisser à chacun l'opportunité de un petit mot de la fin, une conclusion, ce que vous n'auriez pas dit, ou des choses sur lesquelles vous voudriez accentuer
Moi, je veux dire tout simplement soutenir le mouvement social actuel sous toutes ses formes, participer aux manifestations et je redis pour le coup ce que j'ai déjà dit, ne pas jalouser son voisin parce il partira à la retraite avant lui, mais vraiment penser les problématiques en termes globaux, l'oligarchie contre le peuple le chef d'entreprise comme l'ouvrier doivent se retrouver face à ce système. Et ça me paraît fondamental. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à créer. Je ne sais pas encore par quels moyens. On essaie de le faire par différents petits moyens que nous avons, mais en tout cas ne pas se laisser mettre dans les cases dans lesquelles le macronisme veut nous placer. Ne pas tomber dans le piège de la division. Voilà. Merci Xavier. Maurice? J'ai rien à ajouter. Xavier a tout dit, il a parfaitement conclu. Super, écoutez les amis, on va mettre fin à cette émission. J'espère qu'on prendra le temps, parce que je pense que le conflit va durer, de refaire un petit point d'étape. Et puis, amis auditeurs, j'aimerais vous dire, comme d'habitude, et encore plus cette fois-ci que les précédentes, à l'abordage et pas de quartier. Pas de quartier.